Bonjour, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode en toute confidence, notre nouveau format sur France 3 Pays de la Loire à destination des plateformes numériques, notamment notre chaîne YouTube, mais également la plateforme France.tv. Et aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Fabrice Dubois. Fabrice, bonjour. Bonjour. Première question, Fabrice, comment ça va? Ça va, t'es bien installé? Tu te sens bien? Oui, je suis bien. Est-ce que tu peux te présenter, Fabrice, pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc moi j'ai 60 ans, j'habite à La Roche-sur-Yon depuis plus de 30 ans maintenant, 32 ans. Et en fait j'ai eu un accident de la route le 18 septembre 1992 en rentrant de mon travail. Voilà, j'étais en moto et j'ai percuté une voiture qui m'a traversé devant. Et donc ça m'a laissé handicapé à vie, tétraplégique. Et donc depuis, voilà, j'ai passé des étapes un petit peu difficiles, mais aujourd'hui, je suis là avec vous et c'est un plaisir, c'est un honneur. On va revenir sur tout ça. Fabrice, tu es le premier pilote à tétraplégique à avoir conduit un kart, c'est ça? Exactement. En 2004, à partir de 2003, j'avais eu l'idée de faire un kart et donc il fallait trouver une idée pour pouvoir le piloter parce que quand j'étais assis au volant d'un kart normal de location, impossible de tourner le volant du fait que mon handicap a touché mes bras. Donc il fallait trouver une solution et donc on avait trouvé de mettre une direction électrique à la place de la direction du kart, soudée sur une partie de la direction du kart, oui. Bien sûr pour pouvoir tourner les biellettes de direction qui sont branchées directement sur les fusées où sont vissées les roues. Et donc, on a trouvé cette idée-là qui a bien fonctionné. Et ensuite, il fallait trouver un petit manche pour pouvoir freiner et accélérer avec toute une articulation, des renvois d'angle pour pas que quand on freine, on accélère en même temps ou que quand on accélère, on freine en même temps. Et donc, on a trouvé tout ça. On va y revenir plus tard sur ton parcours et ta carrière en karting, mais aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien, tes entraînements? Comment ça se passe? Comment tu t'entraînes? Alors mes entraînements, ils sont on va dire, au compte-gouttes. C'est quand je trouve du monde pour m'accompagner. Et à ce moment-là, quand je suis sur la piste, là, je m'entraîne, j'essaye de faire le plus de tours possible, vraiment de m'entraîner bien, quoi. Tu t'entraînes à peu près combien de fois par mois? Parce que je crois que c'est compliqué de s'entraîner pour toi, allez, de trouver des créneaux. On peut dire 4. Avant le championnat de France, j'essaye de m'entraîner 5 fois dans le mois. Ouais. C'est compliqué de trouver des créneaux aujourd'hui pour s'entraîner, ce que tu me racontais tout à l'heure en off. Oui, oui, c'est ça. C'est compliqué, puis il faut toujours du monde pour m'aider. Donc il faut que les personnes soient disponibles. Donc c'est ça juste qui me freine pour mes entraînements. Tu t'entraînes sur le circuit de Corcouët, c'est ça? Corcouët-sur-Logne, c'est là où je m'entraîne le plus. Exactement, et quelquefois à Plessé, en SNI, voilà, des circuits qui ne sont pas trop loin de La Roche-sur-Yon. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'es pas dans la meilleure période de ta carrière, Fabrice? Est-ce que tu n'es pas à ton top aujourd'hui? Je suis bien parce que moi, je n'ai pas d'enjeu, j'ai pas... le résultat que je ferai, pour moi, ça sera toujours très beau parce que vu mon âge, vu mon handicap par rapport aux autres, et puis ensuite, je me sens quand même bien impliqué dans l'handicap puisque j'ai des pilotes, des personnes qui me contactent de tous les pays d'Europe, même du Brésil, qui me suivent pour toujours avoir des petits conseils, des choses comme ça. Donc ça, c'est valorisant. Oui, bien sûr. Après, donc, oui, 21 ans que je fais du karting, c'est aussi normal, je pense. Carrément. On va revenir sur ta jeunesse, Fabrice. Tu es né dans le Cher, c'est ça, à Vierzon? À Vierzon. En 1965, donc tu le disais tout à l'heure. 64. 64. Oui. Donc tu vas avoir 61 ans cette année. Exactement. D'accord. Il était comment, le Fabrice, enfant, adolescent? T'étais comment? J'étais un petit peu turbulent et puis toujours à fond pour faire du sport à l'école, des choses comme ça.
j'étais beaucoup plus manuel que j'étais plus assidu au sport ou faire un travail manuel que peut-être étudier comme certains camarades en classe. Mais j'ai passé une jeunesse en faisant du sport, du cyclisme. Et ça, c'était intéressant. Et en apprenant la mécanique. J'ai passé un CAP de mécanicien à Bourges. Donc, mon adolescence était tranquille et toujours avec un vélo. Jamais, j'avais aucune mobilette, des choses comme ça. Ouais, c'est ce que j'ai appris en fait. Tu as fait des courses cyclistes. Tu as J'ai fait des commencé courses, vraiment ta ouais. carrière sportive en vélo. Exactement, c'était ça, ouais. Et tous les dimanches, je partais faire du cyclisme avec des pelotons et j'aimais vraiment, j'adorais ce sport. Tu avais quel âge à peu près à ce moment-là? Alors, quand j'ai commencé le cyclisme, c'était en minime à 14 ans. Ouais. Après, on a attendu que j'ai fait le KD2, 16, et puis après junior. Là, junior, j'ai éclaté, je marchais bien. Junior 1, junior 2, puis après senior, et bon, bah, après j'ai arrêté le vélo. Tu as arrêté le vélo parce qu'à 18 ans, tu passes ton permis moto. Exactement, c'est ça. Et qu'est-ce qui te fait basculer justement du vélo à la moto? Oui, c'est vrai que j'étais attiré par ce sport-là, le motocross. Donc, bon, quand j'ai commencé à travailler, j'ai pu me payer une moto de compétition. Et là, commencer les entraînements. Et puis, petit à petit, faire des courses et évoluer. Ta première moto, c'était une moto de compétition ou tu as eu une moto avant? C'était une 125 YZ. Et c'était une moto de compétition? Oui. D'accord. Et après, j'ai acheté c'était une 600 Ténéré. Moto de trail pour rouler sur la route. Ouais. Comment... J'ai lu qu'après, ensuite, tu pars en Guyane, c'est ça? Exactement. Comment Alors, ça arrive? mon grand-père était là-bas, Okay. avec ma grand-mère, et donc j'ai été avec eux pour les aider à travailler avec eux, dans une scierie. Ça t'a plu là-bas? Oui, c'était vraiment bien. Ouais. Vraiment un travail intéressant, et puis on a développé le sport. Enfin, je voulais continuer le motocross, quoi. Et tu continues justement, parce que là-bas, tu fais de la compétition. Oui. C'est quoi qui te plaisait vraiment dans la compétition en motocross? Ben, c'était déjà créer un club, créer un circuit et puis faire un championnat de Guyane. On voit les images là. On te voit sur la moto. Exact. Et donc là, c'était à la Syrie. Et puis après, partir aux Antilles, comme il y avait un bon niveau. Et puis aussi faire le motocross du Suriname que j'ai gagné en 86. Et donc c'était une belle aventure. J'étais vraiment passionné à l'époque de faire ce sport. Et j'avais la chance d'avoir les soutiens de l'équipe Kawasaki et ensuite de Honda Guyane qui me fournissait les motos. Oui, parce que tu es monté assez haut quand même en termes de compétition en motocross. Oui, national. Ouais. National déjà, ce qui est un très bon niveau. C'est des bons moments, ça? Quand tu revois ces images, oui. Ça te fait quoi de revoir ça? Ah ben c'est des beaux souvenirs. Hein. Voilà. C'est une belle époque. Alors, on l'a pas vu sur l'image, mais moi j'ai vu des images où tu avais une coupe de cheveux, mais magnifique, quoi. le petit brushing et tout, c'était incroyable. Et donc en 1991, tu reviens en métropole. Oui. Tu reviens à Bourges, c'est ça? Exact. Je retravaille dans une série. Ouais. Et puis là, je continue le motocross et championnat d'Europe. Je participe au championnat d'Europe IMBA. Donc c'était intéressant. Et 92 aussi, je recommence. Donc championnat d'Europe. Et puis la chose qui est arrivée, quoi. J'ai acheté une moto de route, une 900 CBR à l'époque. Et c'est avec cette moto que j'ai eu l'accident. Oui, parce que le 18 septembre, du coup, à Bourges, en 1992, tu as ce fameux accident. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous le raconter? Donc j'étais à la Syrie et quand je rentre pour aller chez moi, je roule normalement. Et en fait, il y a une route qui était vraiment la route des Racines. C'est à côté de Bourges. Et en haut d'une montée, au milieu d'un droit de gauche, il y a un chemin de terre qui sort d'un étang.
Et là, il y a quelqu'un qui sort avec sa voiture pour prendre sur sa gauche, et moi j'arrive et je vois la voiture traverser devant moi, je freine et je glisse et je tape la tête contre le bas de caisse de la voiture. Donc j'ai enfoncé de 20 cm le bas de caisse et en fait j'ai eu le coup du lapin avec le casque, ça m'a éclaté les cervicales. Donc là c'était vraiment le gros accident de ma vie, quoi. Puisque comme quand on fait du motocross, des chutes, j'en ai eu quand même beaucoup, on ne les compte pas. Oui, bien sûr. Bon, je me suis déjà retrouvé à l'hôpital pour une rotule cassée, des épaules démises avec des tonneaux quelquefois sous les motos enfants en motocross. Mais là, sur la route, donc, je ne pouvais plus bouger. Je savais que c'était un accident très grave, puisque je ne pouvais plus bouger mes membres. Donc la route a été coupée. Ensuite, ils m'ont transporté, les pompiers ont mis du temps à enlever le casque, voilà, et ils m'ont transporté à l'hôpital de Bourges. Là, je suis passé dans un scanner, mais après, je suis tombé dans le coma, puisque je n'étais pas tombé dans le coma quand j'ai eu l'accident. Donc, j'avais quand même la notion de ce qui venait de m'arriver. Et puis, par contre, à l'hôpital, donc après, moi, je ne me rappelle plus. Et quand ils m'ont passé dans le scanner, ils ont vu que mes blessures étaient trop importante pour être opéré à Bourges. Donc il fallait me conduire en urgence à Clermont-Ferrand en ambulance et être opéré vraiment au dernier moment, puisqu'ils ont été obligés d'ouvrir par devant pour enlever tous les morceaux d'os qui étaient des cervicales. Et puis ensuite, ils ont mis une plaque métallique qui est vissée sur 3 vertèbres. Ils m'ont découpé un morceau du bassin pour fabriquer une vertèbre, celle qui avait éclaté. Voilà. Et puis après, je me suis réveillé avec un tube pour respirer, et des piqûres pour être nourri, quoi, alimenté, voilà, sous perfusion, quoi. Quand tu te réveilles, c'est quoi l'état d'esprit? Je revois l'accident, je revois tout et je me dis que ouais, je vais m'en sortir. Mais bon, je suis resté quand même 2 mois avec la machine pour respirer. C'était long, quoi, clairement. En réanimation. Et puis ensuite, je suis parti à Coubert. Dans Seine-et-Marne, c'est ça? Seine-et-Marne, dans le 77, pour là faire une année de rééducation, avec toutes les étapes que ça comprend. La kiné, l'ergothérapie. Bon, voilà, c'était vraiment une autre vie, quoi, qui commençait. Et à Coubert, là-bas, c'est long? Tu restes combien de temps là-bas? 1 an. 1 an, et je pensais vraiment m'en sortir. Je pensais vraiment que j'allais remarcher, quoi. Mais en fait, avec le temps, après, je me suis aperçu que ça allait être compliqué. Puis je me suis dit, je me suis résilié. Je me suis dit, il va falloir s'habituer à autre chose, quoi. Ouais, tu t'es résilié ou au départ, ça a dû être difficile quand même au départ. Toi qui étais un sportif accompli, oui. On en a parlé, le vélo, le motocross. Oui, on n'est pas... Dans mon esprit, c'était pas du tout... c'était compliqué à l'accepter, c'est sûr. Et donc, quand est-ce que tu atterris en Vendée? Toi qui es passé par quand même Vierzon, la Guyane, Bourges, t'as pas mal voyagé, quoi. Oui, donc je suis arrivé en Vendée fin 1993. Ok. Et donc là, j'attaque. Je suis en vacances en Vendée chez des amis d'enfance. Et puis je connais personne, donc à la limite, je me sens bien parce que j'ai pas le regard des gens que je connais qui m'ont vu étant costaud. Donc là, je me sens bien. Et du coup, je trouve un appartement. Et puis, je reste habité là-bas. Et t'es jamais reparti? Non, alors que je pensais y être juste quelques années, quoi. En fait, il fait bon vivre à La Roche-sur-Yon, je pense, en Vendée. Ouais, c'est vraiment le regard des gens qui changeait pour toi, qui t'a fait rester là-bas? Ou est-ce qu'il y a autre chose qui t'a plu? Oui, peut-être, où je me suis plu, je me suis fait des nouvelles connaissances. Et puis, je me suis senti bien dans cette ville, quoi. Et c'est la période aussi où, il me semble, je crois, vers 95, tu peux reprendre la conduite d'une voiture. Ça, c'est déjà
un pas en avant énorme pour toi. Ah oui, ça, c'était quelque chose que je pensais pas possible, en fait. Je pensais pas, je me revoyais pas conduire un véhicule. Et en fait, j'ai fait des essais pas loin d'ici, à Pimbron. Et donc, quand on a fait l'essai de la voiture, c'était une Renault 5 équipée. On voyait que les trajectoires étaient bonnes et j'avais beaucoup de stress parce que le médecin m'avait dit que peut-être que l'essai serait positif ou alors on me dira voilà, c'est pas possible, vous ne pouvez pas reconduire. Et puis, ça a été positif. Donc après, j'ai passé 1 mois là-bas en rééducation et à repasser le permis à conduire tous les jours la voiture. Et Une fois que tu t'es rendu compte que tu pouvais reconduire, toi conduire, ça veut dire aussi l'autonomie. oui, Ça veut dire, c'était quoi le sentiment? Ça devait être une joie incroyable. c'était vraiment ouais, c'était déjà quelque chose qui m'avait redonné beaucoup de joie. Beaucoup de joie et ça, c'était vraiment un bon moment. Et quand est-ce que tu découvres le karting? À quel moment tu te mets au karting? Alors le karting, c'était déjà, j'en avais pas fait avant mon accident. Et puis quand j'ai vu le circuit Philippe Alliot à La Roche-sur-Yon à Belleville, qui était là, j'allais voir les personnes faire du kart. Et puis j'avais discuté avec le patron, Franck Alliot, qui m'a dit « Je vais t'aider si tu veux pour te monter dans un kart avec mon équipe ». Et c'est là qu'après, il m'a dit « Il faudra que tu trouves un système, des équipements pour équiper un kart ». Et ça a mis un peu de temps, ça, puisque Ça a mis un peu de temps. ça met combien de temps avant que tu te lances dans la compétition? Alors, ça a mis pas mal de temps. Déjà, il a fallu que je rencontre... j'ai été voir Solicart, le patron de Solicart à Nantes. Et là, j'ai parlé de mon projet. Et lui, le directeur, Gilles Damérian, m'a dit je vais t'aider, je vais te donner un kart. Et à toi, après, de l'équiper avec ton équipe et de me prouver que tu es capable de faire du kart. Et c'est ce que j'ai fait. Et quels souvenirs tu en gardes de tes débuts en compétition? Alors, mes débuts en kart, c'était... pour moi, c'était juste faire du kart. Et après, à force de rouler, de m'entraîner dur, d'aller faire des tours de piste, bon, j'ai commencé à faire des courses avec les valides. Et puis après, on s'est dit il faudra développer un championnat, quoi. Et ta première compétition, ça s'est passé comment? Très bien, très très bien. J'ai terminé 6e sur 20. Et c'était beau parce que j'ai maintenu un adversaire qui a à peu près le même handicap que moi. Tout le temps, il était dans mes roues jusqu'à l'arrivée, mais je suis resté devant lui. Il y a d'autres compétitions ensuite qui arrivent, mais en 2014, tu gagnes le titre international dans ta catégorie. Oui. C'est le plus beau titre de ta carrière. Oui, ça c'était vraiment une belle course en Normandie. Et ça se passait pas très bien dès le vendredi. Il faisait très chaud. Le samedi aussi, il faisait très chaud et j'étais en peine. J'avais trop de grippe avec mon kart. Et donc, je pars, je crois, dans les derniers, le jour de la course. Mais le jour de la course, il pleut. Et là, je remonte vraiment jusqu'à être 8e en pré-finale. Et en finale, je remonte 6e, quoi, avec les meilleurs pilotes européens en handicart. On disait tout à l'heure, tu étais le premier pilote tétraplégique à pouvoir conduire un kart. Oui. Quelles astuces tu as trouvées tout de suite? Alors, tu nous expliquais tout à l'heure le châssis, etc. Mais j'ai vu aussi que tu te scotchais les mains pour pouvoir avoir du grip sur... Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? Oui, alors, c'est vrai qu'il fallait trouver l'idée de mettre la direction électrique, le petit levier, un siège baquet qui remonte au niveau du casque, c'est ce qu'on m'avait demandé, et puis un harnais de sécurité, des attaches de snowboard pour attacher les pieds, et puis une sangle pour attacher les jambes autour du réservoir. Mais les mains, effectivement, comme je n'ai pas de force dans mes mains, obligé de scotcher les mains sur les commandes. Et donc, c'était complètement dingue. C'est pas du tout dans les normes. Mais bon, les gens, ils me laissaient rouler, les commissaires de piste, parce qu'ils aimeraient bien le laisser rouler. Puis après, en prouvant que j'étais capable de rouler comme ça, on a accepté de le faire. Alors, je dois dire quand même, quand
championnat de France, je suis obligé d'utiliser des gants avec des velcro qui ont été faits ici à Saint-Jacques, que vous connaissez, l'hôpital, Oui. par les ergothérapeutes qui me l'ont fait pour m'aider. Et après, on met juste une bande de scotch pour pas que le scratch se défasse. Mais au niveau de sécurité, je suis obligé d'utiliser ces gants-là pour les championnats handi-kart. Il y a un protocole, quoi. Oui, il y a un protocole. Tu as amélioré ton kart au fil des années? Oui, beaucoup. Comment tu l'as amélioré un peu, dis-moi? En fait, il faut trouver des bons mécaniciens. Là, j'ai eu la chance en Vendée de rencontrer des garçons formidables et toujours d'améliorer, renforcer, par exemple, les points de fixation de la direction électrique. Comme ça, il n'y a aucun effort pour pas que ça travaille trop sur le châssis. Les sièges, pareil, le siège, il faut l'améliorer. Et là, je suis en train de l'améliorer avec un copain vendéen qui faisait du kart. Et donc, c'est important de toujours améliorer son matériel. Un copain vendéen qui faisait du kart, c'est devenu ton mécanicien, c'est ça, c'est Pierre, non? Alors, Pierre, lui, je l'ai rencontré sur les pistes de kart. Ouais. Et Pierre, lui, il est de Laval, mais je voulais vraiment travailler avec lui. Ouais. Et à force de lui demander, un jour, il a accepté. Puis bon, on a tous les deux, on fait du bon travail et on se plaît de travailler ensemble. Et bien justement, je crois que Pierre, il a un petit message pour toi, Fabrice. Ah d'accord. On l'écoute. Salut mon Fabio, écoute, j'avais un petit message pour toi. Je voulais te dire que je suis super content de vivre des aventures avec toi, avec un pilote d'expérience qui promouvoit le sport handi-kart depuis des années. Tu as été le premier et je vois que tu te bats toujours. Et on fait de grandes choses ensemble. Donc je suis hyper heureux de faire partie de l'aventure. Donc voilà mon Fabio. Allez, et puis on a encore de grandes choses à faire cette année. Bisous. Voilà, ça c'est c'est un message qui vient du cœur et ça me touche. Ouais, ça te touche. Ouais, on te sent ému. Bah oui. Ouais, c'est comment? C'est une personne importante aujourd'hui dans ton entourage? Oui, parce que quand je lui donne des informations, lui, il sait améliorer mon châssis pour que je sois mieux. Et lui-même, quand il me voit piloter, il sait ce qui ne va pas. Il arrive à ressentir ce que moi je ressens sur mon kart. Donc ça, il n'y en a pas beaucoup dans ma vie qui m'ont déjà dit je ressens ce qui te manque sur ton kart, c'est compliqué. Donc il a vraiment un don particulier. Il était champion de kart aussi avant. Ah oui, ça aide aussi. Ça aide aussi. Ça fait combien de temps que vous bossez ensemble avec Pierre? Ça va faire 3 ans qu'on est ensemble. Ouais. C'est beau. Ouais. Fabrice aussi, suite à son accident de la route, tu vas aller faire de la prévention de sécurité dans les écoles. Oui. Déjà, tu fais de la prévention depuis combien de temps auprès des jeunes? Oh là, ça fait presque 20 ans. Hein. Presque 20 ans en Vendée, à La Roche-sur-Yon, que je fais de la prévention. Comment ça a commencé tout ça? Ça a commencé, c'est un copain, il m'a dit que j'avais sympathisé avec lui, un professeur. Il me dit, écoute, viens faire un petit témoignage de ce qui t'est arrivé. Et puis voilà, je l'ai fait. Et puis j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Loïc Perron quand je tournais sur la piste de kart de Belleville. Il était venu avec ses jeunes pour faire une journée karting. Et puis du coup, on a sympathisé. Il m'a dit, moi, ça m'intéresse que tu fasses de la prévention. On voit les images là. Les jeunes, c'est quoi la réaction des jeunes quand ils entendent ton histoire et quel message tu leur portes justement? Les jeunes, moi, ce qui m'a impressionné, c'est que parmi les jeunes, il y en a quand même qui sont assez durs, quoi. C'est casse-cou. Mais à chaque fois, quand je leur ai expliqué ce que je faisais avant mon accident et comment m'est arrivé mon accident, toujours un grand silence. Et les garçons, ils baissent la tête, ou les jeunes filles. On sent qu'il y a quand même une émotion et quelque chose qui passe. Ça, c'est vraiment intéressant. Et c'est quoi le message que tu leur passes, toi? Moi, je leur donne un message déjà de se dire que dans la vie, on peut avoir un gros problème un jour, un souci de santé ou comme moi, un accident.
mais qu'il ne faut pas baisser les bras. Faut garder l'espoir, il faut garder sa fierté et croire en soi, croire en ses projets. Et puis surtout de ne pas perdre leur chance qu'ils ont d'avoir la santé. C'est ce que je leur dis. Le plus important pour vous, c'est d'avoir la santé. C'est très important. Il ne faut pas tout gâcher pour des bêtises. Voilà. Comme on sait, toutes les précautions qu'il faut prendre pour pas faire des bêtises, prendre le volant en n'étant pas dans un état normal et qu'il vous arrive un drame, quoi, ou avoir un drame avec quelqu'un d'autre. Au contact des jeunes, tu te rends compte qu'il y a encore des lacunes dans la prévention routière, ou tu penses qu'aujourd'hui les jeunes sont bien informés là-dessus? Alors moi, je le fais de façon naturelle. Après, je vois qu'il y a des choses qui sont mises en place et c'est très bien. C'est bien. Toutes les campagnes qui ont été faites, je pense qu'il faut les regarder. Mais quelquefois, quand on a quelqu'un à qui ça arrive un accident, de le voir en face de soi et discuter avec lui, c'est bien. Parce que ça leur donne conscience et là, ils voient du concret, quoi. Un garçon qui est sur une moto puis qui est aujourd'hui sur un fauteuil roulant, ça marque. Ça marque. Je pense que le soir, quand ils rentrent chez eux, ils en parlent avec leur entourage. Oui, carrément. Dans toute cette aventure, Fabrice, de compétition, de karting, tu t'es entouré d'une équipe. Tu t'es toujours entouré d'une équipe. Oui. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui qui est-ce qui t'entoure? Raconte-nous, c'est quoi ton équipe? On a vu tout à l'heure Pierre. Oui, il y a Nicolas Loera. D'accord. Qui fait des photos pour moi et qui me suit depuis plusieurs années. Et ensemble, on a fait des belles choses. On a fait un site internet, on donne des actualités. Voilà, c'est sympa, je pense, de travailler en collaboration. Puis lui aussi, c'est un grand sportif. Et ben justement, on a eu Nicolas, ton photographe, celui qui te suit, tu le dis, depuis de nombreuses années. Et il nous a aussi laissé un petit message pour toi, Fabrice. On l'écoute. Salut Fabrice. Ça fait 7 ans qu'on travaille ensemble et je me pose toujours la même question. Comment tu fais? Comment tu fais pour avoir toujours cette envie après avoir tout gagné? Comment tu fais, Fabrice? C'est la passion et c'est une flamme au fond de moi que ça m'anime. Ça me permet de me lever le matin heureux et toujours avoir des idées dans la tête. Voilà, rencontrer d'autres pilotes en Europe, essayer d'évoluer. Tu te rends compte que sur les 2 messages de ton équipe, là, il y a un point commun, c'est l'admiration qu'ils ont pour toi, pour ton parcours, pour ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Ça te motive, ça aussi? Ah oui, mais c'est sûr. Mais moi aussi, j'ai de l'admiration pour eux, faut pas croire. C'est aussi un échange. Et c'est important de les avoir. Et voilà, ça fait partie ouais, on est une vraie équipe, ouais, je pense. Ouais, justement, j'avais demandé quelle importance ils ont pour aujourd'hui. C'est une famille? Oui, c'est une famille, c'est sûr. Quand on est ensemble, on passe des bons moments. Je crois aussi qu'il y a une infirmière qui t'accompagne sur des compétitions, notamment. Oui, Morgane, qui est vraiment aussi très impliquée quand elle peut venir, quand elle peut se libérer. C'est pas toujours évident avec son travail, mais si elle peut, elle est là. Voilà. Il y a eu un moment marquant aussi l'année dernière, Fabrice, ça a été le relais de la flamme, le relais de la flamme pour la flamme des Jeux paralympiques. Oui. C'est un peu la cerise sur le gâteau pour toi? Ah oui, c'était un beau moment à La Roche-sur-Yon. C'était vraiment un moment inoubliable. Et j'avais proposé à mon ami Sébastien Alain, qui est élu au sport à La Roche-sur-Yon, de m'accompagner pour ce moment-là, s'il était d'accord. Et il est venu avec moi. C'était un beau moment d'échange. Et avec le public, il y a eu une belle osmose. Voilà, c'est un beau souvenir. C'est ton plus beau souvenir ou pas? Ça fait partie de... Oui, toute ma vie, de toute façon, ça fera partie d'un de mes plus beaux souvenirs. Parce que la flamme paralympique, en plus toi, avec le message que tu portes aujourd'hui, oui, c'est quand même un signe de reconnaissance énorme. Ah oui, c'est un signe... Oui, c'est vrai que c'était vraiment un honneur
dans le milieu du kart, d'ailleurs, j'ai été félicité. Il y a eu des reportages dans Kartmag, un peu partout. Et c'était... je ne pensais pas que ça pouvait être aussi émouvant quand il y avait tout ce public. Ouais, c'était vraiment un beau moment. Comment tu as appris que tu as été sélectionné? Ça s'est passé comment? On l'a su très vite. Et moi, j'étais vraiment content. Ouais, c'était étonnant pour toi, tu t'y attendais pas? Parce qu'on voit beaucoup d'athlètes à olympiques porter cette flamme, mais le kart n'est pas encore une discipline olympique, mais peut-être un jour. Mais tu t'y attendais pas du tout? Mais, pas vraiment. Après, quand j'ai vu que j'étais parmi les heureux élus, je dis oui, bah, pourquoi pas. Je mérite aussi certainement de pouvoir la porter par rapport à mon parcours. Et maintenant, Fabrice, tu vas bientôt avoir 61 ans, tu nous le disais tout à l'heure, mais est-ce que tu es seulement à l'aube de ta carrière en karting? C'est que le début? J'espère encore rouler 4-5 ans, voilà. Mais je dis ça depuis que j'ai 50 ans, donc... mais bon, je vais m'arrêter un jour, hein, c'est sûr. Puis aussi... j'encourage les jeunes aussi, les jeunes qui sont dans ce milieu-là. Voilà. Ouais, tu as un rôle de modèle maintenant, comment ça se passe? Tu les accompagnes, tu les conseilles sur quel domaine? Déjà la motivation, tout ce qui est réglage, et puis aussi les entraînements aussi, de ne pas lâcher, quoi. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Fabrice? Toi qui as tout connu maintenant? Non, de continuer toujours avec la prévention des jeunes, encourager des jeunes qui sont dans les sports mécaniques pour qu'ils puissent y arriver. Et puis aussi, continuer encore un petit peu. Eh ben, on te souhaite de continuer comme ça sur cette lancée. Merci beaucoup, Fabrice. C'était un plaisir de discuter avec toi. C'est hyper intéressant merci. Autour de ton parcours. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était un vrai plaisir de réaliser ce en toute confidence. Merci aussi aux équipes techniques qui ont permis de réaliser tout cet entretien, les équipes de France 3 Pays de la Loire. Et nous, on vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau En toute confidence. Bonne journée tout le monde. Ciao!